Merci d'être présent avec nous ce soir dans ce bel endroit. On va en parler d'ici quelques instants. Pour Tendance 2015, forme, couleur et matière. Alors je ne suis pas seul ce soir sur scène. Je suis magnifiquement accompagné par Angélique Gasmi, qui est notre directrice générale du PAMA. Et on est dans un bel endroit. Donc Angélique, première question, où on se trouve exactement? Très bien, merci Nicolas, merci à tout le monde. Le PAMA, Pôle Aménagement de la Maison en Alsace, c'est un groupement d'entreprises labellisé GRAP d'entreprise, créé depuis 5 ans maintenant, c'est notre anniversaire aujourd'hui, pour un objectif de rassembler tous les acteurs qui interviennent dans l'aménagement des espaces de vie, intérieurs mais aussi extérieurs, industriels mais experts, type architectes, designers, avec un objectif de développer des projets collaboratifs pour apporter l'innovation, le transfert de technologie et renforcer l'attractivité de nos entreprises, mais aussi de notre territoire. Donc on va attaquer notre première table ronde. Alors on a 3 experts ce soir. Notre première experte, on a Edith Wildy, architecte d'intérieur et directrice du magasin Fou du Roi. On peut l'applaudir bien fort. Bravo, bravo. Tu peux t'installer. Ah, tu as même droit à une petite musique. C'est très bien. On a Madame Lila Merabé, présidente de la commission Innovation, Recherche et Enseignement supérieur, membre du Conseil régional d'Alsace. On peut l'applaudir bien fort. Merci d'être présente, Lila. On sourit. Vous pouvez vous installer. On va continuer avec nos experts. Il est où? Fred Riffel, designer. Merci d'être avec nous ce soir, intervenant auprès des industriels alsaciens, mais pas que. On en parlera tout à l'heure. Merci. Notre troisième expert, notre hôte du jour, on va le dire ça de cette façon-là, Ariel Umbekant, qui est architecte d'intérieur et directeur de magasin. Merci Ariel. On va un peu se décaler. Bien, hop. On va accueillir monsieur Jean-François Serre. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous invite à vous installer. Qui est adjoint au sous-directeur de la Direction générale des entreprises. Chef du projet Design, avec nous également ce soir. On a beaucoup de questions, on a la chance d'avoir des experts avec nous. Mais pour moi, la première question, je pense qu'on va s'orienter plutôt vers Lila Merabé, qui représente le Conseil régional d'Alsace. Et vous apportez votre soutien à cette initiative qui nous réunit tous ce soir. Quelles sont les activités du pôle aménagement de la maison en Alsace ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Le pôle d'aménagement de la maison en Alsace, en fait, c'est structuré effectivement comme une grappe, dont l'objet est bien entendu de fédérer l'ensemble des acteurs d'une filière économique, et en tout cas donc de tout ce qui relève de l'aménagement de la maison, comme l'indiquait Angélique tout à l'heure. Et ce qui nous importe au niveau de la collectivité régionale, c'est de pouvoir apporter un appui aux acteurs qui ont une vision de leur métier, ont une vision de leurs besoins, pour pouvoir les accompagner à long terme. Parce que les industriels, les designers, les architectes d'intérieur sont non pas seulement en intuition, mais en expertise sur leur métier pour aller chercher des marchés qui soient des marchés installés localement, nationalement, mais ils sont également en besoin de structuration pour aller chercher des marchés internationaux par la prospection effectivement à l'export, mais aussi de valorisation de leur savoir-faire. Et donc là, nous, la collectivité régionale, sur toutes les pratiques un peu d'innovation, qu'elles soient d'innovation en termes de structuration de filière ou d'innovation technologique, on a tout intérêt à valoriser notre territoire et à l'aider, parce que cela permet effectivement de garder de l'activité en propre en région Alsace. C'est extrêmement important. Et puis c'est aussi un outil d'attractivité pour faire savoir partout ailleurs qu'on a des pôles d'excellence sur lesquels effectivement des chefs d'entreprise, des industriels, de la production, des designers, des architectes d'intérieur ont une capacité à créer des choses, à inventer des modèles qui vont pouvoir être les modèles de demain. Et on voit des choses extrêmement intéressantes et qui vont avoir un impact pas seulement sur la dimension purement économique, mais qui peuvent aussi s'inscrire dans des conditions, par exemple, de développement durable, puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux matériaux qui sont intégrés pour travailler. Donc la région Alsace a choisi d'accompagner ce pôle qui a commencé en étant petit, une petite grappe, et puis qui a commencé à être labellisé sur des choses plus importantes, de plus en plus ambitieuses, un peu audacieuses parfois. On a été un peu inquiets, notamment, voilà, il y a de beaux projets comme la matériothèque, par exemple. Et aujourd'hui, on est plutôt, nous, satisfaits de la manière dont ça se passe, puisqu'on devrait conventionner prochainement sur 3 ans le PAMA,
pour permettre à l'ensemble des acteurs d'être un peu sécurisés sur le fait qu'on va les accompagner à long terme et qu'on ne va pas être tous les ans à réfléchir de est-ce qu'on continue à vos côtés parce que vous avez besoin, vous, de stabilité dans les soutiens qu'on vous apporte pour pouvoir vous développer, pour pouvoir innover. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci Léla de votre soutien qui est précieux pour le pôle. Merci. Donc on a une première question pour nos experts qui est très simple. Quelles sont les tendances actuelles de l'habitat? On va peut-être commencer par Edith. Hop, je vais récupérer le micro. Question assez vaste, hein. On va essayer de la recentrer, mais on a voilà, une tendance actuelle. On a beaucoup débriefé sur ce point-là. Oui. C'est très important de donner une ligne conductrice. Disons que l'intérêt de l'époque, on va dire, c'est qu'il n'y a plus une ligne très précise. Au contraire, on travaille plus en une espèce de patchwork, c'est-à-dire on peut tout oser à condition que ce soit des choix personnels et assez originaux. Finalement, on peut associer à la fois des choses anciennes, des choses contemporaines, des choses ethniques. Et toutes les tendances sont représentées aujourd'hui dans le design, et que ce soit dans le mobilier, dans l'habitat. Il y a à la fois des choses très artisanales, écologiques, des choses très techniques. Enfin, il y a vraiment, je pense que le fait que Internet soit arrivé dans nos vies permet une grande ouverture et donc un choix très large, ce qui fait que effectivement, on peut tout associer à condition de le choisir, voilà, de faire son choix. Alors justement, on parle d'Internet. Je vais m'orienter vers Ariel. Un autre expert, architecte d'intérieur. Aujourd'hui, les rapports ont aussi un petit peu changé avec le design, puisque la possibilité et l'accès est ouvert à tous, puisque le design est aujourd'hui dans de grands noms aussi de consommation courante. Quel est le rapport aujourd'hui de ces consommateurs avec le design? Le rapport avec le prix aussi, on parle souvent du prix. Est-ce que le design a un prix fort? Oui, est-il accessible à tous et par tous? Alors le design n'a pas forcément un prix fort, parce qu'on voit très bien que même dans ce qu'on peut appeler le mass market, où les produits sont quand même très designés et commencent à être très dessinés. Moi je dirais ce qui fait vraiment la différence aussi actuellement, ce sont les matières et les matériaux. Les gens reviennent vers des vraies matières dans les tissus, aussi bien que dans les meubles. Le bois fait son apparition à nouveau, beaucoup en finition à l'huile de lin, donc sans vernis. La pierre, le verre, voilà, c'est vraiment, il y a des philosophies et des fabricants qui travaillent vraiment avec ces philosophies-là. Donc à nous de proposer des choses qui correspondent plutôt à la demande de nos clients, c'est-à-dire que nous, on s'adapte par rapport aux différentes demandes. Et en fait, on peut voir aussi qu'on architecture quand même beaucoup les choses, parce que le meuble a beaucoup évolué. On n'achète plus du tout les meubles comme on les achetait, et l'approche est vraiment très très différente actuellement. On n'achète plus de vitrines, de bahuts, de tables, de chaises, voilà, les choses, comme disait Edith, se mélangent, la fantaisie est très très importante. Voilà, on peut tout se permettre et les gens cherchent, je crois, beaucoup d'harmonie et à être vraiment bien chez eux. Edith, alors une question qui revient souvent et qui est un peu compliquée aussi, les objets du futur. À quoi ressembleront aujourd'hui nos objets du quotidien, du futur? Puisque la technologie est partout, on a la nouvelle génération qui est là juste derrière avec une demoiselle qui est déjà en train d'envoyer un texto. Merci de m'écouter, c'est gentil. Mais on voit aujourd'hui que les smartphones sont partout et c'est transgénérationnel. Comment et à quoi ressembleront ces objets de demain? Et comment seront designés ces objets de demain? Question difficile aussi, mais disons que je pense qu'il y a une part de fonctionnel, donc de technologie, d'appréciation de l'objet qu'on touche, qui va être de plus en plus miniaturisé, de plus en plus efficace, etc. Donc effectivement, la haute technologie va produire des objets de plus en plus intelligents, on va dire, probablement de plus en plus autonomes aussi. Après, il y a quand même une grande montée de l'artisanat.
du fait main, tout ça, ça revient quand même très fort aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui vont s'associer et qui vont devoir vivre ensemble et qui commencent à bien vivre ensemble déjà. C'est-à-dire on peut autant aimer un tapis boucheroute qui est noué main par des berbères au Maroc et avoir un smartphone dans la poche, quoi. C'est pas incompatible, au contraire. Donc voilà, je pense que le côté multiculturel, on va dire, et même multigénérationnel. Aujourd'hui, il n'y a plus autant de ruptures entre les générations que les générations précédentes, où les gens n'écoutaient pas la même musique, n'avaient pas les mêmes objets, ne vivaient pas dans le même environnement, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mélangé tout ça, quoi. Voilà. Merci Edith. Alors, je vais reprendre un point que vous avez soulevé. On revient à la source. La source, c'est ce qu'on appelle le locavore. Donc on consomme à moins de 100 km de chez soi. Ça, c'est pour se nourrir. Mais aujourd'hui, on a également besoin de se nourrir d'une façon industrielle aussi et artisanale, sur du meuble par exemple. Ariel, comment on peut contrer cette concurrence? Alors on a donné des grands noms aujourd'hui qui nous aident au quotidien à s'équiper, mais comment on peut les contrer? Nous, on a des artisans qui sont dans la salle. Quelle force on peut apporter supplémentaire justement pour contrer ces grandes marques? Oui, alors sur des projets, évidemment le public connaît certaines marques, cherche vraiment à retrouver certains objets, certains canapés, etc. Mais il y a toujours, donc on travaille quand même beaucoup le projet, et il y a toujours un moment où il faut personnaliser ce projet, c'est-à-dire que nos clients vont toujours rechercher quelque chose de spécial, je sais pas, un paravent miroir qui n'existe pas. Donc nous on recherche, et là on fait toujours appel aux industries, surtout aux artisans qui sont le plus proches de nous et qui sont capables de répondre à des choses qui ne sont pas du tout industrialisées. Donc là, c'est des moyens supplémentaires quelque part. Ce sont des moyens supplémentaires, ce sont des forces supplémentaires qui nous sont absolument nécessaires. C'est vraiment nécessaire, je trouve, à l'évolution de notre travail. L'évolution de l'artisanat, et qu'on retrouvait d'ailleurs dans les années 20 et dans les années 30. L'architecte d'intérieur travaillait avec énormément d'artisans dans le sens le plus noble du terme, et arrivait à faire avancer justement chez les artisans le travail innovant. Enfin, voilà, l'association des deux, c'est-à-dire architecte d'intérieur et artisan, permet quand même de réfléchir sur des objets particuliers et sur l'évolution des choses. Donc le secret aussi pour nos artisans qui sont présents ce soir, c'est peut-être aussi de démarcher les prescripteurs comme les architectes, de renforcer toutes ces forces pour essayer de contrer. On parle souvent en Alsace, alors on ne va pas cibler un pays, mais on est frontalier, sur le thème de la cuisine. C'est vrai qu'on a beaucoup d'Alsaciens qui vont dans un autre pays acheter leur cuisine. C'est plus simple, c'est moins cher, et on peut l'établir de la façon dont on désire. C'est surtout très dommage. C'est sûr. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'un des secrets, c'est de regrouper justement ces forces, mais aussi à nos artisans, de se dire, voilà, nous, on a des moyens, on a des forces, d'aller chercher aussi un petit peu les architectes locaux en disant, c'est peut-être pas forcément beaucoup plus cher de passer par moi, et il y a un savoir-faire qui est plutôt local. Oui, absolument. Il y a un savoir-faire local qui est extraordinaire. Hein. Moi, je travaille régulièrement avec donc des artisans, des ébénistes. Et moi, j'aime beaucoup ce relationnel-là. Et effectivement, tout est dans la question du design, du dessin. C'est-à-dire, c'est vraiment le dessin des choses, la façon d'envisager le projet qui va faire avancer l'artisan. Et c'est peut-être aussi cette rencontre-là qui permet de faire évoluer le designer, parce qu'en fait, le designer est confronté à des aspects tout à fait techniques qu'il ne maîtrise pas, et l'artisan qui peut lui répondre à des demandes de l'architecte d'intérieur et lui permettre lui aussi d'avancer dans son métier. Merci Ariel. Donc justement, on a notre directrice générale du PAMA qui est présente sur la table ronde. On
là, on va parler même d'une chasse à la rigueur aux prescripteurs, puisque l'idée, c'est de faire évoluer la consommation aussi, mais la communication des artisans. Donc, c'est peut-être de se dire que si on établit un référencement qui est plutôt libre, est-ce que l'idée de tous se mettre autour, par exemple, bien sûr du PAMA ce soir, puisque c'est le sujet, est une force concrète? Peut-être Fred, sur cette réponse-là. De s'unir pour être beaucoup plus fort. Bon, on est plus fort à plusieurs que seul, hein. Les idées vont plus vite, évidemment. Ça me faisait penser à Meisenthal, en fait, aux boules de Noël, puisqu'on est dans la période. Et c'est vrai que Meisenthal, c'est pour parler du local. C'est l'idée de produire local et diffuser global. C'est vrai que c'est une super aventure qui a été, quand ils ont rallumé les fours il y a maintenant une quinzaine d'années, vous connaissez tous l'histoire des boules de Noël de Meisenthal. Chaque année, un designer, une nouvelle boule. Et c'est des boules maintenant qui s'exportent à l'international. Et on peut parler peut-être de la dernière boule de cette année qui est juste fantastique sur l'idée du design. Ouais, tu connais l'histoire de. Oui. Enfin, voilà, je te laisse l'expliquer à l'Assemblée. Chaque année, il y a une histoire autour de la boule de Noël, et cette année, c'est le bruit des pas dans la neige qui génère une onde, et cette onde est retranscrite sur un logiciel qui va créer en fait la forme de la boule. Donc, quand vous verrez la boule de Noël avec qui est en révolution, mais qui a des ondes plus ou moins larges, et c'est en fait ça retranscrit le bruit des pas dans la neige. Voilà, je voulais juste faire un aparté sur Meisenthal. Et donc sur la question... L'union fait la force. L'union, oui. Avec le PAMA. Avec le PAMA. Bien sûr. Je sais pas si... On va passer plutôt Edith également et Ariel. Si Edith désirait répondre justement à cette question voilà, est-ce que l'un des secrets, c'est de se regrouper autour du PAMA pour unir les forces? Et surtout, je dirais qu'on a plusieurs entreprises qui ont du mal à se référencer auprès des prescripteurs. Comment Non, mais la communication est essentielle. Après, il faut que ce soit une réelle demande de leur part aussi. C'est-à-dire que c'est un échange, forcément. Ça ne va pas que dans un sens. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises locales sur les projets que je mène. Et c'est très intéressant de travailler ensemble, d'avoir l'expertise de quelqu'un qui a un vrai savoir-faire et qui va aller dans le même sens que vous et peut-être même au-delà. Mais nous, on lui trace un chemin, lui, il essaye de le suivre. Et à ce moment-là, on en trouve un troisième qui réunit déjà nos deux intelligences, on va dire, qui permet d'aller des fois bien au-delà et de proposer un objet ou un meuble ou un environnement vraiment original. Et quand on travaille avec beaucoup d'éléments sur mesure, ce qui est quasiment incontournable aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires et des pièces uniques qui, elles, peuvent donner lieu après, par la suite, à une série, etc., si elle est réfléchie, si elle est pensée, si elle peut se décliner. Et d'avoir déjà travaillé ensemble et d'avoir fait l'effort de ça, parce que c'est un effort à faire aussi, pas toujours faire ce qu'on sait faire, mais aller au-delà de ce qu'on sait faire et apprendre des choses nouvelles. C'est pour tout le monde la même chose. Pour pas s'ennuyer, il faut inventer. Pour inventer, il faut faire des essais, il faut recommencer, trouver, chercher. Voilà. Ariel, peut-être une idée justement sur, on l'a développé un tout petit peu tout à l'heure sur la dernière question. Oui. Moi, je crois que le réseau actuellement est indispensable. Déjà parce que nous, on est confrontés à des problématiques, donc il nous faut des réponses. Les artisans ou les gens avec qui on travaille justement sur les aspects, le spécial, savent nous répondre. Et il faut une rapidité. En fait, il faut vraiment qu'on puisse avoir des gens en face de nous qu'on connaît, avec qui on sait, on peut travailler, on sait qu'on peut compter sur eux. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, on doit pouvoir répondre rapidement au projet parce qu'en fait, nos clients, ils attendent nos réponses. Et quand c'est trop long, ça ne marche pas. Le fil est détendu. Donc, ça c'est, pour moi, c'est extrêmement important. Très bien, merci en tout cas à vous trois pour vos réponses. On va s'attaquer maintenant à vous, Fred, designer. On a des industriels qui sont également dans la salle, des artisans, on en a parlé tout à l'heure. Je vais revenir encore à la charge, on va juste lui passer le micro, Angélique s'il vous plaît. Je reviens à la charge sur le Cher.
Vous avez remarqué que c'est une ligne de conduite que j'ai depuis le départ. Est-ce qu'un designer est forcément cher pour un industriel ou un artisan qui a une idée, il se dit, bah voilà, moi j'ai une conception super folle avec des matériaux très intéressants de bois pour faire un escalier, mais je ne sais pas comment faire, quoi faire. Est-ce qu'un designer est abordable pour l'aider à travailler sur son idée, comme un industriel aussi? Ça me rappelle une interview de Christophe Pillet, un designer français très connu, qui un jour à cette question a répondu un jour je suis pas cher et un jour je suis très cher, ça sera en fonction de mon client, ça sera un peu à la tête du client, on va dire. Voilà, si le client a beaucoup d'argent, je peux être très cher, tant qu'à faire, mais s'il n'a pas beaucoup d'argent, bah, je joue le jeu. La façon de travailler du designer, en ce qui me concerne, c'est un partage des risques, c'est-à-dire c'est marrant, en ce moment on parle beaucoup des salaires des acteurs, et moi je disais l'autre soir, mais ils ont qu'à faire comme les designers, on partage les risques. Il y a un minimum, et ensuite si le film marche, ben, ils gagneront autant d'argent qu'il y a d'entrée. En fait, on partage les risques, donc l'industriel, il va investir du temps et des moyens pour faire un prototype, et le designer, il va investir de la matière grise, et si le projet fonctionne, tout le monde est gagnant. Il ne faut pas imaginer qu'un designer va venir chez vous, va vous demander 50 000 € pour vous lâcher une idée. Ça ne marche plus. Ou alors, on s'appelle Philippe Stark, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket d'entrée. Le designer, il est là pour accompagner l'entreprise, il met à disposition sa matière grise, et quand ça marche, tout le monde est gagnant. Tout simplement. Maintenant, sur la question, le design est-il cher? C'était ça? Ou non, le designer est-il cher? Ça dépend des designers, mais je pense qu'on se fait encore une fausse image de ce métier et on a l'impression que ce sont des artistes, des farfelus qui font des moutons à 5 pattes. Et qui on va pas se mentir, Fred, on a un grand nombre de designers qui signent un produit. Forcément, on sait derrière qu'il n'y a pas cette idée d'accompagnement du petit artisan. Si, on peut travailler avec des artisans. Enfin, l'inverse, un grand designer aujourd'hui... Oui. On parle de billets. Le designer arrive, c'est un billet de 50 000. Quand on a une grande marque qui utilise un designer, forcément, il utilise un nom. C'est un petit peu pareil dans tous les métiers. Mais simplement, c'est pour casser ces codes-là et de se dire qu'un artisan aujourd'hui à Krauter-Gersheim qui est en train de travailler peut se dire, bah voilà, moi je peux travailler avec Fred Riffel parce que lui, il va pas arriver. Moi, j'ai jamais fait de distinction entre des grandes marques connues et une tournerie à Kurt-Sonouz. Si je me souviens bien, j'ai travaillé avec des gens à Kurt-Sonouz, j'ai travaillé avec des gens locaux et j'ai jamais fait la distinction. Pour moi, la démarche, elle est la même, que ce soit avec un grand chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un petit atelier. Donc là-dessus, je fais pas de distinction. Voilà. C'est plus là. Donc un designer est accessible. Exactement. Partout, c'est les industriels autant que les artisans. Tout à fait. Voilà. Vous avez la réponse devant vous, hein, vous l'avez noté. Et je pense qu'il y a beaucoup de designers qui sont locaux depuis un certain nombre d'années, beaucoup de designers issus, que ce soit de la HIR ou de Le Corbusier ou de la faculté d'art appliqué. Beaucoup de designers décident de rester dans la région, parce qu'on a longtemps, on nous a souvent dit très longtemps que si on ne passait pas par Paris, on n'allait pas faire carrière, ce qui d'un certain point de vue est vrai. Ce qui n'est pas vrai en Allemagne ou dans d'autres pays, mais ce qui est vrai en France, parce qu'on est toujours centralisé, et donc on a une case Paris qui est obligatoire à un moment donné. Mais je peux vous assurer qu'en ce moment, il y a beaucoup de designers qui sont locaux, qui restent à Strasbourg, et qui commencent disons que les troupes grossissent, et ces jeunes designers n'attendent qu'une chose, c'est de travailler avec les industriels. Et en fait, il faut voir ça comme un échange, il ne faut pas avoir peur ni les uns des autres, mais il faut au contraire s'apporter les uns aux autres. Et je pense que c'est que comme ça que on portera le design au niveau national, comme l'ont fait le pôle Atlantique à Nantes, comme ça se passe dans les Pyrénées, comme ça se passe à Lyon, comme vous avez Design Lille, qui est un grand... Voilà. Donc il se passe beaucoup de choses en France, et je pense qu'en Alsace, il est temps qu'il se passe quelque chose d'important. Voilà. Et là, peut-être que monsieur veut dire un mot. Alors, action-réaction, voilà, comment on peut, et je passerai la parole tout à l'heure à Ariel, action-réaction, où on peut trouver ces designers. Ouais, je me sens obligé là effectivement d'intervenir, parce que vous abordez une question intéressante et même fondamentale, de dire où, comment peut-on trouver des designers. Et effectivement, on n'en trouve pas qu'à Paris, hein. Le design français a cette caractéristique, c'est qu'il est peuplé d'excellents designers. Pourquoi? Parce qu'il y a un appareil de formation
assez développés qui forment de bons designers, pas uniquement dans les écoles parisiennes, mais dans un certain nombre d'écoles qui sont réparties en province, qui forment également à d'autres métiers de la création, mais également au design. Moi, je n'en veux pour preuve que dans les différentes opérations que le ministère de l'Industrie a menées, spécialement celle qui m'amène ici ce soir, on a tenu à ce que ce soit des designers locaux. Moi, j'emploie même l'expression de régional de l'étape. Hein, c'est pas péjoratif. Hein, c'est une référence au cyclisme, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour ces installations de résidence de design dans les grades d'entreprise ou dans les pôles de compétitivité, mais ici ce soir dans PAMA, l'obligation qu'on a mise, c'est faire appel à un designer local. Je crois que c'est lui qui est le mieux placé effectivement pour connaître les spécificités de la région, pour connaître le tissu des entreprises avec lequel il va travailler, et puis finalement, c'est de favoriser la rencontre entre la demande et l'offre. Voilà ce que je voulais dire. Pour rebondir sur votre remarque très, très importante, et pour répondre également à la question de l'animateur. Très bien. Et vous avez déjà répondu à ma prochaine question, donc c'est fantastique. Ah bah écoutez, je suis navré. Ariel, vous aviez... oui, juste une petite chose. Bon, les industries ou les entreprises, évidemment, cherchent à vendre leurs produits. Je crois que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Ils cherchent à vendre leurs produits. Et pour ça, ils font appel aux designers. Et ça, c'est rentré vraiment dans la culture depuis quelques bonnes années. Et là, vous parliez de la cherté du designer, mais en fait, en fonction de sa notoriété, de son travail, de la façon dont il envisage le monde, eh ben, le produit va se vendre sans doute mieux et plus cher, par exemple. Donc, ça va être en fonction de ça, c'est tout. Aussi simple que ça. Je pense, oui. Mais c'est simple et non. Parce que après designer un produit, c'est pas simple. Quand on travaille pour une grande marque, il y a une histoire, il faut vraiment tenir compte de tout un passé et de comment cette entreprise veut se projeter dans le futur. C'est ça qui est extrêmement important. Comment nous nous projetons avec notre passé dans le futur. Et les designers nous aident à faire ça. Edith. Oui, je pense que ce qui est important par rapport à une structure existante qui a l'habitude de travailler en interne et faire les choses, le designer apporte un œil neuf. Lui, il n'est pas bridé par la technique, puisque la technique, c'est pas lui qui la possède, mais l'entreprise qui possède le savoir-faire. Mais le designer va provoquer des choses, va demander des choses, et en fonction des réponses, va poser d'autres questions qui ont peut-être jamais été soulevées, ont jamais été imaginées comme ça. Et c'est là que germent les idées, que germent les nouveaux produits, les nouveaux objets, les nouvelles formes. Parce que c'est deux esprits qui se confrontent. Quelqu'un qui a un savoir-faire, qui techniquement sait comment faire, va faire ce qu'il sait faire en priorité, comme il le sent, comme il le ressent, parce qu'il est habitué à faire. Quelqu'un qui pense les choses, mais qui ne sait pas faire, aura d'autres idées, va amener un autre regard et permettra aux objets d'évoluer et d'avoir une forme plus originale, de vraiment apporter une autre ligne de pensée. Puis du coup, les objets ont vraiment leur originalité. C'est-à-dire, ça ne devient pas un escalier comme on a vu 50 000 fois, ça devient une cuisine qui est réfléchie autrement et qui est pensée autrement, ça devient... tous ces objets qu'on touche au quotidien qui vont avoir une forme différente parce que quelqu'un y a pensé un peu autrement. Voilà. Très bien. Donc pour clore un petit peu le débat, le design n'est pas cher, il est accessible à tous et par tous. Et aujourd'hui, on a la possibilité, en tout cas, de faire appel à des designers pour vous aider, vous, artisans et bien sûr industriels, à avoir une réflexion peut-être plus approfondie aussi, avoir d'autres idées pour développer vos produits, et on parle bien en Alsace, et défendre nos produits alsaciens. Consommer locavore. On va passer avec vous, monsieur Jean-François Serre, donc vous représentez la Direction Générale des Entreprises. Vous avez lancé plusieurs actions en faveur du design, dont l'action Designer en résidence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette action ? Oui, effectivement, c'est une opération très importante qui vise
a contribué à diffuser le design dans les entreprises industrielles, mais également de services. Et spécialement, on a pensé que les pôles de compétitivité, les grappes d'entreprise étaient un bon levier pour faire en sorte que le design soit appréhendé, utilisé par les entreprises, en particulier les PME qui figurent dans les pôles de compétitivité. Et c'est la raison pour laquelle, à partir, il y a quelques années, des expérimentations que nous avions menées dans un certain nombre de pôles de compétitivité, le ministre Arnaud Montebourg a souhaité que soit lancée une opération un peu plus vaste en direction d'une dizaine de pôles de compétitivité, et ensuite ça a été étendu à quelques grappes d'entreprises. Et parmi les manifestations d'intérêt, les candidatures de pôles ou de grappes qui ont été enregistrées, on a effectivement reçu favorablement celle du PAMA, pour les raisons qui ont été évoquées. C'est d'agir, il y a déjà cet terreau fertile du design. Il s'agit d'une grappe d'entreprise qui rassemble de belles et performantes entreprises qui concourent à l'aménagement des espaces de vie intérieurs et extérieurs. Donc ça permettait pour nous de faire quelque chose de favorable aux industries d'équipement de la maison et d'impulser effectivement des actions de design. Alors, la résidence de designer, c'est faire en sorte que pendant une durée qui est d'un minimum de 6 mois, un designer est à la disposition des entreprises et de la gouvernance de la grappe pour à la fois sensibiliser, initier au design dans un premier temps, accompagner des entreprises, je crois que c'est le cas du projet du PAMA, dans un projet design, et puis ensuite mener des actions de communication un peu plus vastes qui permettront effectivement une diffusion qui peut être extérieure au PAMA, puisque c'est l'objet que nous visons. Alors, il y a une grosse douzaine de pôles de compétitivité et de grappes d'entreprises en France qui ont été retenus, et les résidences sont en cours d'installation ou pratiquement toutes installées. Donc c'est une grosse opération qui a mobilisé un certain nombre de ressources, non seulement celles de la DGE, mais des directions régionales. Là, j'en profite pour saluer le directeur régional, puisque nous travaillons beaucoup en liaison avec les directions régionales sur le terrain. C'est indispensable. Nous travaillons avec tous les acteurs, et puis ensuite, c'est à eux de jouer. C'est aux designers, c'est aux entreprises de s'emparer du sujet design et de faire en sorte que le design ne soit pas uniquement assimilé, bien que ça soit une bonne démarche, à de l'esthétique, mais que c'est le résultat de tout un processus qui va de la création jusqu'à la mise sur le marché. Je crois que c'est ça qui est fondamental aussi dans l'opération qu'on mène, c'est qu'il y a une sorte de pédagogie, de diffusion de ce qu'est le design et pas uniquement de la création. C'est un volet, effectivement, la création du design. C'est plus que ça. C'est une innovation, certes non technologique, mais c'est une innovation qui doit concourir effectivement à améliorer l'offre, en particulier de biens d'équipement, en direction des consommateurs. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Et Lila Merabé-Kono. Vous représentez la région Alsace. Est-ce que chez nous en Alsace, le design est un sujet d'avenir pour les entreprises, artisans industriels ? Pour moi, la question ne se pose pas tellement de ce point de vue-là, parce qu'en réalité, le design, ça permet de faire quelque chose de singulier. Ça permet de distinguer quelque chose qui est fait. Et dans une approche, d'abord, parce que c'est dans l'air du temps de faire un peu différent, ça c'est une chose. Et puis en même temps, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un artisan qui est extrêmement bon, qui est extrêmement brillant, qui est dans l'excellence de sa pratique, va pouvoir démontrer qu'effectivement, il sait faire des choses que personne d'autre ne sait faire. Donc le design, on va dire, c'est finalement, c'est dans l'ADN, c'est dans les gènes de tout ce que vont de nouveau continuer à produire nos artisans et nos industriels. Donc pour moi, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette rencontre et cette interface entre des métiers qui sont extrêmement complémentaires, mais qui viennent pas des mêmes univers. Parce que vous parliez tout à l'heure de la Haute École des Arts du Rhin. Voilà, vous avez affaire des fois à des artistes, vous mettez un peu de temps avant de comprendre ce qu'ils veulent vous dire.
Et puis vous êtes artisan, vous êtes plus dans le factuel. Donc comment est-ce que l'on fait pour que les choses se retrouvent et puis que vous puissiez bien travailler? Alors il y a un vrai potentiel sur notre territoire parce que toutes les collectivités, alors on a le maire du coin et je pense qu'il ne me démentira pas, mais les villes, comme les conseils généraux, comme les conseils régionaux, font un effort sur leur marché public pour faire en sorte que l'on sache faire aussi en local. Et alors il y a un exemple majeur qui a été pas encore inauguré, mais qui a été ouvert récemment au public. Par exemple, c'est la Bibliothèque nationale universitaire qui est installée à Strasbourg, place de la République, et 80% de ces équipements sont alsaciens. Et quand vous allez voir le magnifique escalier qui est dans cet endroit-là, qui est un ouvrage d'art, mais vraiment exceptionnel, il est alsacien. Lorsque vous voyez le mobilier, il est alsacien. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire, mais que localement, lorsqu'on dépense de l'argent public, on vient de dire, on est très content de dépenser de l'argent public, mais on doit aussi et d'abord le dépenser pour que nos entreprises puissent fonctionner, parce que nos entreprises, ce sont les emplois d'aujourd'hui et ce sont les emplois de demain. Si on continue à former, nous, des menuisiers, des peintres, des ébénistes, des charpentiers, des designers, c'est bien, parce qu'il faut aussi qu'on les encourage à avoir des filières sur lesquelles ils peuvent travailler, parce que les parents sont en attente que leurs enfants travaillent, et que ces jeunes qui se forment, ils veulent travailler demain à l'international pour ceux qui ont cette appétence, et en local pour ceux qui ont encore envie de continuer à s'ancrer dans leur territoire. Donc évidemment que le design est un métier d'avenir lorsqu'il est effectivement connecté avec l'artisanat, qui reste la première entreprise française, il ne faut pas l'oublier, et qui est dans une très très grande diversité de métiers. Et il y a encore une chose que, si vous m'autorisez, que je voudrais rajouter, sur la dimension de valorisation, ce que l'on ne dit pas assez, ce que ne disent pas assez finalement nos artisans. Effectivement, on est sur un niveau de qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Les artisans ne vont pas aller chasser tous les marchés de ces grandes marques que vous indiquiez tout à l'heure. On est sur des choses très accessibles et puis on est sur un vrai sujet de quotidien. Désormais, c'est la santé. Parce qu'on peut acheter les grands meubles chez ces grands producteurs. Je vous rappelle que les émanations de produits chimiques commencent à poser de vraies questions. La chance que l'on a, quand on est sur du local, c'est qu'on peut être sur la traçabilité de matériaux. On a la chance de faire venir du bois des Vosges et puis on en a de pas très loin, par exemple sur du meuble. On a des verriers qui font des choses extrêmement intéressantes. Et on a aussi cet accès-là qui est de dire peut-être que ça vous coûte 10-15% plus cher, vous n'allez pas le changer tous les 5 ans. Parce que quand vous devez rechanger votre parquet qui est flingué parce que vous l'avez pas acheté au bon endroit et qu'il n'a pas été fait par les bonnes personnes et ainsi de suite, c'est un premier sujet, c'est quoi le coût à long terme, d'une part. Et deuxièmement, l'impact santé de ce que vous respirez quand vous êtes chez vous et vos enfants, c'est aussi un sujet. Donc je pense que de ce point de vue-là, on a encore des arguments extrêmement forts qui sont aussi l'impact à l'emploi, c'est aussi l'impact santé, c'est l'impact environnement. Et puis, après, un sujet de fierté, c'est notre savoir-faire. Et le savoir-faire que l'on a ici, que l'on transmet parfois de génération en génération, c'est un élément extrêmement fort que, par exemple, nous, prescripteurs, entre guillemets, politiques, on doit pouvoir accompagner, pas seulement lors des expos, mais aussi dans nos marchés publics, de redire, oui, on fait des investissements, mais ces investissements, ils doivent aussi revenir au territoire. Très bien, justement, on parle de local. Depuis avant, on est dans ce sujet-là. Le PAMA met en avant le Made in Alsace, le Made in France. Est-ce qu'il est imaginable de lancer un label spécifique Made in Alsace chez nous, sachant qu'aujourd'hui, pour des règles par exemple dans le textile, si je fabrique au Bangladesh mon t-shirt à 1 € et que je le modifie à 45% de sa valeur, en France, j'ai le droit de mettre Made in France. Donc il y a toujours des moyens de détourner certaines vérités. Est-ce qu'il est possible, et aujourd'hui en tant que représentante de la région Alsace, de se dire on va lancer un label Alsace tout en respectant ces codes? Alors, c'est une question très intéressante. Juste un point de contexte. Merci de le souligner. C'est très intéressant parce que c'est une question très complexe. L'Union européenne est en train, depuis plusieurs années, d'essayer de faire un label Made in. Sauf que tous les lobbies sont derrière, et notamment les lobbies du luxe, parce que lorsque vous achetez ces magnifiques sacs à main, mesdames, messieurs, quand vous offrez des beaux sacs à main à vos dames, et qui coûtent extrêmement cher, vous vous dites, allez, il est fait en France. En fait, il n'est pas fait en France. Et donc, ça pose quand même question sur cette idée du luxe. Quand on voit les touristes qui ont des grands moyens, qui vont sur les Champs-Élysées ou qui vont dans certaines boutiques à Strasbourg, ils viennent acheter le Made in France. Et le Made in France, on croit toujours que c'est du fabriqué. Alors, ça peut être conçu, ce qui est assez intéressant. Donc, pourquoi on n'arrive pas à 100% en Alsace? On est capable de faire du 100% en Alsace. Non, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que lorsque vous fabriquez un meuble, vous allez chercher du bois alsacien, vous avez un apprenti alsacien, votre entreprise est alsacienne. Mais vous avez aussi, quand vous cherchez de la visserie dans votre meuble, est-ce que vos vis, ils sont alsaciens?
Elles On sont a des alsaciennes. fabricants de vis en Oui, Alsace. mais en fait, je pense que moi, je suis pas sûre que ce soit une bonne carte à jouer parce qu'on est des exportateurs, des importateurs et on est les clients et les consommateurs, voilà, des uns et des autres. Donc, on a quand même besoin de faire attention à pas être sur une approche trop frontale, mais de dire qu'on a du savoir-faire alsacien extrêmement intéressant. En plus, on a une identité un peu particulière ici. On est plutôt fiers, voilà, de notre histoire, de notre parcours, de la manière dont on essaye de s'en sortir, avec un certain nombre de collaborations. Et le Made in Alsace, c'est peut-être une manière de dire, allez, soutenez aussi l'économie locale, soutenez nos artisans locaux. Donc le Made in, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Moi, l'opération dont je vous parlais, qui s'appelle Savourer l'Alsace, c'est porté par des privés. Et je crois que c'est eux les meilleurs ambassadeurs de ce que c'est qu'un Made in. Et moi, je recommanderais plutôt que les politiques ne s'en mêlent pas, parce qu'on met pas toujours le curseur au bon endroit quand on est un peu trop nombreux autour de la table, que de dire ce que c'est que du Made in. Donc que nos artisans, nos industriels viennent nous dire ce que c'est que du Made in et qu'ils mettent en place des choses. Mais M. Chocron en parlera bien mieux que moi, et j'espère que je dis pas des choses contraires à ce qu'il pense. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, et il y a une agence pour accompagner cela. Et c'est un peu vers ça qu'il faut que l'on aille, parce que on a plus envie d'acheter local, parce qu'on est un peu plus sûr et qu'on est un peu plus fier. Voilà, quand c'est effectivement accessible au grand public. Très bien, merci Leïla. Merci. Le mot de la fin de cette première table ronde, pour vous Angélique, concrètement, quelles sont les actions que le PAMA a mis en place pour justement cette question du design qui est au cœur de notre première table ronde, mais également le haut de gamme? Alors je dirais, on a démarré un programme d'action en faveur du design et du marché haut de gamme il y a maintenant 2 ans. Avec une présence sur un salon professionnel Équipe Hôtel, où on a fait émerger de nouveaux projets ou de nouveaux produits. Après cette opération, on a décidé de créer ce showroom. C'est une suite de ce qu'on a engagé sur Équipe Hôtel. Ce showroom, c'est un lieu de rencontre, d'échange, qui permet effectivement à ces différents acteurs de se rencontrer, d'échanger les idées, de faire émerger de nouveaux projets. Je dirais c'est un lieu aussi qui permet une meilleure communication sur les innovations. Et c'est tout l'intérêt et la raison d'être du pôle aménagement de la maison, de porter cette voix au niveau national, mais au niveau régional, mais aussi au niveau national. Ce showroom aujourd'hui, il existe, il fédère autour de lui 20 entreprises. On a des entreprises au niveau national qui nous sollicitent pour venir s'installer et porter cette voix collectivement. En dehors de ce showroom, on a baptisé aussi, ou je dirais initié, le concours de design depuis maintenant 3 ans. En 2012, on l'a porté avec Sibylle de Margerie, une grande personnalité de Paris. Cette année, on a décidé de le porter avec des acteurs régionaux dans notre région. On a 3 universités qui portent ce projet, l'université de Strasbourg et 2 autres établissements. On a 70 étudiants qui sont inscrits, avec 13 industriels qui sont engagés dans l'opération. Ils sont là, ils sont présents, ces industriels. C'est une première. Je dirais la 3e opération, c'est la matériothèque. Vous avez vu différents types de matériaux. On a créé une matériothèque qui est première dans le monde, j'ose le dire, parce que c'est une bibliothèque mobile. Ce sont des modules qui se déplacent, on les met dans le camion et ils viennent dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement pour accompagner les entreprises. C'est un prétexte d'innovation pour nos industriels. C'est notre outil d'expertise technique. Tous les sujets relatifs à l'expertise technique sont portés par cette matériothèque. Les architectes, les designers, ils peuvent rencontrer, toucher les matériaux. C'est une opération qui est soutenue aussi par les pouvoirs publics. Et l'objectif, c'est avoir un portage industriel. Et le dernier projet, je dirais, avec des perspectives importantes, c'est la création des designers en résidence PAMA qu'on va démarrer à partir de janvier 2015.